Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et ça, c'était la préhistoire, ça. Hein, c'était là, la tactique du gendarme, Bourville. Ah oui, c'était bien, tout était bonhomme, ça allait. Même Brassens, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas cette volonté absolument haineuse de dire c'est l'ennemi héréditaire. Enfin bon. Et puis là, on a vu ce qui s'est passé samedi dernier. Et là, encore une fois, samedi prochain. Alors, Maurice Sévigné, vous êtes ancien commissaire divisionnaire, vous êtes commissaire honoraire. Et pourquoi cette manifestation? Qu'est-ce qui vous a fait décider de lancer cette manifestation? En vous écoutant citer Brassens, je me demande si en fin de compte, en citant Brassens, on n'arriverait pas à tout résumer. Brassens disait je suis un anarchiste qui traverse toujours dans les passages cloutés pour ne jamais avoir affaire à la police. Donc, pour que ce grand poète définisse l'anarchie comme ça, vous voyez quel chemin on a parcouru. Oui, il n'avait pas de refus. Lui ne pratique pas le refus d'obtempérer. Oui, tout à fait. Ouais. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité. Hein. Oui, effectivement, on a créé un collectif de soutien aux forces de l'ordre et aux victimes. Plus loin, la France aime sa police. On s'est rapproché de femmes des forces de l'ordre en colère. Vous savez que c'est une association qui existe déjà depuis un petit moment. On est un groupe d'anciens policiers qui avons pour la plupart consacré 40 ans à l'institution policière. Donc on a un certain recul, on connaît la généalogie des choses. Et donc, à l'aune de tous les événements où beaucoup de policiers ont été mis en cause, je pense à l'affaire Naël, je pense à l'affaire à Marseille, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une incompréhension totale. On en était arrivé à une rhétorique à l'égard de l'institution policière qui n'avait plus de sens, quoi. On disait, il est temps de revenir à un peu de bon sens, un peu de calme. Un peu de raison. Voilà, et remettre les choses à leur place. Je crois que c'est Camus qui disait, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. En ce qui concerne la police nationale, on a l'impression que c'est exactement ce qui se passe. La manifestation que vous évoquez de samedi dernier, de la NUPES, de LFI, avec des slogans comme la police tue, urgence, la police assassine, on se rend bien compte que là, il y a des vociférations irresponsables qui ne résultent pas d'une analyse cohérente, quoi. Donc on s'est dit, il faut s'apaiser, il faut commencer à discuter, à expliquer pourquoi on en est arrivé là, comment se fait-il que il y a une telle incompréhension, qu'il y a une espèce de doxa dominante qui fait que la police est honnie. Et ce qui nous a le plus perturbé, si vous voulez, pour des gens comme nous qui avons passé 40 ans dans l'institution policière, c'est que on a l'impression que la police était en train de perdre son honneur. On était en train de lui retirer son honneur. C'est la seule énergie qui lui permet d'aller tous les matins affronter un quotidien qui est quelque part très dur et désespérant. C'est pas évident, oui. Voilà. Et on s'est dit, c'est peut-être à nous les anciens de sortir de notre sarcophage et de lever le doigt et de dire, ça suffit, quoi. Calmons-nous, raisonnons, prenons un tout petit peu de recul. La police, elle est là au service de tout le monde. Elle est là pour garantir la paix. Il n'y a pas 150 000 policiers ni 100 000 gendarmes qui tous les matins se lèvent en disant qui est-ce que je vais tuer. Je veux dire, alors je sais bien, on n'a pas l'habitude qu'un policier soit un peu philosophe, mais moi, je vous rappellerai cette parole de Joseph de Maistre, un philosophe du XVIIIe siècle, qui déjà à l'époque disait les fausses opinions, c'est comme la fausse monnaie, frappée d'abord par de grands coupables et dépensée ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans se rendre compte de ce qu'ils font. Je crois que LFI, la NUPES, en scandant des paroles pareilles, des paroles de haine pareilles, ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. Mais sans jouer l'avocat ni de la NUPES, ni du LFI, ni du diable, ni de qui que ce soit, est-ce que justement vous parliez de la généalogie, mais à ceux qui vous répondent oui, mais enfin est-ce que la police devrait être au service du peuple? Or, elle doit obéir aux ordres du gouvernement, quel qu'il soit, d'ailleurs de gauche, de droite ou ailleurs. Et quand il y a des débordements ou disons des bavures, etc., il y a toujours ce problème qui est posé. Évidemment, il ne s'agit pas de généraliser, ce serait complètement idiot. Mais en même temps, ce malentendu dont vous parlez, et que vous appelez avec raison, en disant un peu de raison, est-ce qu'on ne devrait pas, effectivement, de part et d'autre, d'abord mettre tout sur la table? On a l'impression que chaque camp
entre guillemets, et dans ces certitudes, les uns défendent en disant c'est pas possible comme ça de mettre toute la police dans le même sac, et c'est vrai que c'est complètement idiot. Les autres disant oui, mais il y a des bavures, il y a des sanctions, des éborgnements, etc. et on ne fait rien pour ça. Comment arriver à faire une passerelle au moins cartésienne entre ces deux camps? Vous connaissez bien sûr la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette sont deux êtres dont l'amour était sûr, tout tracé, et à cause des manipulations des Montaigu et des Capulet, ont été jusqu'à l'extrémité la plus terrible. Je crois que le peuple et la police vivent un tel drame shakespearien. C'est-à-dire qu'on est manipulé par les Capulet et les Montaigu. Vous savez, moi j'étais très mal à l'aise au moment des Gilets jaunes. D'abord j'ai trouvé que c'était l'expression de la noblesse des gens ordinaires. J'avais été absolument, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, on s'est rendu compte qu'au fil des manipulations, au fil de ceci, de cela, on s'est retrouvé face à face. Alors qu'on n'aurait jamais dû être face à face. On a dû être côte à côte. Côte à côte, on a les mêmes revendications, les mêmes problèmes, on roule aussi en diesel, on a exactement les mêmes préoccupations. Et c'est pour ça que je reprends cette image de Shakespeare, et j'ai envie de dire, on est pareil. On a été les uns et les autres manipulés politiquement, manipulés par une doxa dominante qui depuis fort longtemps nous amène dans un espèce d'entonnoir, alors qu'on devrait être les uns à côté des autres. Notre expérience, là, ce qu'on a voulu en créant cette manifestation samedi, c'est presque une manifestation de concertation en disant faut arrêter quoi. Il est grand temps que faut nous parler. Il est grand temps qu'on se parle. Il est grand temps que quand on nous dise la France nous aime, mais parce que oui, parce que tous les sondages montrent que 77% des Français, le BVA.RTL du 5 juillet 2023 déclare avoir une bonne image de la police, 77%. Mais parce qu'en fin de compte, derrière ce sondage, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils aspirent à avoir la paix et ils se rendent bien compte qu'en définitive, quoi qu'on dise, malgré toutes ces bavures évoquées, etc., montées en épingle à cause de justement de vociférations irresponsables, ils se rendent bien compte qu'au bout du compte, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir la paix, quoi. Vous savez, je crois que c'est Clémenceau qui disait le seul devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. C'est très simple. Appliquons cette maxime de Clémenceau et tout redeviendra normal. Moi, j'ai envie de... j'ai beaucoup d'amour pour les gens ordinaires. Ouais, moi, c'est ça. Au cours de ma carrière, j'ai vu des choses absolument terribles. Bien sûr, j'ai vu des délinquants, etc., mais j'ai surtout vu beaucoup de victimes. J'ai connu la désespérance des victimes. J'ai vu des gens dont les parents avaient été assassinés, les enfants tués, même un simple cambriolage est un véritable drame. On en oublie tout ça au nom d'une espèce de doxa dominante, je vous le répète, où on a fini par en arriver à ce que les actes délinquants ne soient plus considérés comme des actes délinquants, mais simplement comme des symptômes d'un parcours particulier. Les bourreaux transformés en victimes. Voilà, exactement. Donc on en oublie la désespérance de la victime, on en oublie le devoir d'exemplarité de l'exemption de l'expiation de la faute, on en oublie le fait qu'il faut mettre hors d'état de nuire des prédateurs, et on en arrive au bout de 40 ans d'une dialectique un peu existentialiste, hein, à la Breton ou à la Kierkegaard, à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est permis. Dans peu de temps, on va vous dire qu'un feu rouge est une grave atteinte à la liberté individuelle. Et là-dessus, quand, évidemment, les policiers qui sont les seuls, les derniers, policiers, gendarmes, policiers municipaux, qui sont les derniers à vous dire non, ça, vous n'avez pas le droit, ça devient intolérable. Si vous voulez, c'est ce qui fait que, aujourd'hui, on a les refus d'obtempérer, ça devient, il va bientôt falloir l'inscrire dans le code de la route. C'est dans les droits de l'homme. Oui, dans les droits de l'homme. Donc, si vous voulez, à un moment donné, faut bien lancer un cri, dire attendez, arrêtons avec toutes ces vociférations, réfléchissons un tant soit peu, et au lieu de jeter l'opprobre, cette détestation de tout un peuple, comme disait Robespierre, essayons de réfléchir un petit peu et nous dire, les policiers, ce qu'ils font, ils le font avec beaucoup de courage, beaucoup d'honneur, beaucoup d'abnégation, au risque de leur vie. Chaque matin, ils se mettent entre parenthèses pour ne penser qu'aux autres et non pas eux-mêmes. Et je pense qu'il est grand temps de le dire et de le clamer. Et donc, au début, vous savez, donc, manifestation pacifique, bien sûr, défilé, un rassemblement, simplement. Ouais. Si vous voulez, au tout début, on s'était dit, tiens, allez, on va se rassembler à quelques-uns pour dire, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord. Paris, et puis, petit à petit, on a eu des contacts de partout, et on
s'aperçoit qu'il y a une demande absolument partout, et c'est pour ça que samedi, il y aura Paris, Marseille, La Roche-sur-Yon, Metz, Saint-Brieuc, Avignon, on pense Lyon, Béziers, Besançon. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y a une demande énorme, on reçoit des coups de fil de partout, on n'est pas équipé pour ça, on n'est qu'un tout petit groupe de retraités, et donc on est absolument subjugué par cette voix de la France profonde, des gens ordinaires, des gens oubliés qui disent oui, on voudrait bien que tout ça cesse, qu'on se retrouve en paix. Et monsieur Siloni, vous ne voulez pas de récupération politique? Alors, aucune récupération politique. Et alors, en plus, je vais vous dire, grâce à Dieu, on a l'impression, on a eu des retours négatifs de certains partis politiques qui, au contraire, invitent leurs adhérents à ne pas venir à nos manifestations sous prétexte que c'est pas eux qui ont organisé cette manifestation, etc. Quelque part, on s'en réjouit. On s'en réjouit parce que on souhaite. On voudrait presque, je vais vous dire, ce que je vais vous dire est très contradictoire et tout à fait terrible, on voudrait presque retrouver l'esprit des Gilets jaunes du tout début. C'est-à-dire pour une bonne cause, bonne cause, dire voilà, ça a dérapé la dernière fois, ça n'a pas bien fonctionné, mais là, vous voyez, en partant de ce qui vous préoccupe aussi, il n'y a pas que le prix du diesel, il n'y a pas que le coût de la vie, il y a aussi cette insécurité qui nous a submergés, qui est en train de nous submerger et de nous rendre la vie impossible. Parce que les Français n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre tout simplement en paix. Les seuls qui peuvent leur apporter ça, qui sont les courroies de transmission entre eux et la justice, c'est la police, c'est la gendarmerie. À condition, monsieur Siloni, je crois que vous serez d'accord, c'est de s'occuper aussi bien de la racaille d'en haut que de la racaille d'en bas. Ah, vous savez, si vous voulez que je vous fasse une confidence, allez-y. On est entre nous. On est entre nous, complètement. Je vais vous faire une confidence. Je crois que tout vient de la responsabilité du politique a été énorme à une époque. Dans les années 80, la justice a commis une énorme erreur. Elle s'est intéressée à la politique. Elle s'est intéressée à la délinquance en col blanc. Elle s'est intéressée à des malversations qu'il y avait dans le monde de la finance, dans le monde de l'économie, etc. Et je crois que le politique s'est dit, il va m'arriver des bricoles, là, vous voyez. Et à un moment donné, il a levé le doigt, il a dit, il faut peut-être qu'on manipule un petit peu le code de procédure pénale de façon à ce que on ne se retrouve pas en garde à vue. On a vu une cascade ces 40 dernières années de réformes pour, en fin de compte, retirer tous les moyens possibles et imaginables à la police, et je parle de l'enquête, de la police judiciaire, pour non pas éclairer la justice, mais l'égarer. Moralité, on en est arrivé à ce que, vous doutez bien, il n'était pas question qu'on ait quelqu'un de très connu se retrouver en garde à vue à qui on dit retire tes lacets, évite tes poches. C'était intolérable, ça. Donc on a manipulé tout ça pour, en fin de compte, rendre le code pénal inapplicable en modulant le code de procédure pénale. Par ruissellement, par cascade, ça a bénéficié à tous les délinquants. Et aujourd'hui, on est passé de 500 000 crimes et délits, quand je suis rentré dans la police, dont 200 000 chèques sans provision qui ne sont plus poursuivis, à près de 5 millions aujourd'hui. Parce que... En 40 ans, de 500 000 à 5 millions. Exactement. Parce que la délinquance a profité de cette avancée, entre guillemets, procédurale. Et aujourd'hui, ça nous revient en boomerang. Je crois que vous avez, en tout cas, dit beaucoup de choses et c'est très important de réfléchir à tout ça. En tout cas, bonne manifestation, monsieur le commissaire. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Merci Maurice Siloni. Je rappelle que vous êtes ancien commissaire divisionnaire et président de ce collectif La France aime sa police. Parlons un peu des élections européennes. Vous venez me dire, avant qu'on prenne l'antenne, Jean Lassalle, que avec votre parti résistant, avec votre formation, vous voulez vous présenter aux élections européennes. Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà énormément de listes et que, au lieu, ça je dis au-delà vraiment de vous, pourquoi il n'y ait pas une... Pourquoi c'est ce tout à l'ego? C'est pas votre cas spécialement, mais au lieu qu'il y ait une myriade de listes qui vont disperser tout le monde, pourquoi il n'y a pas une volonté d'union d'un certain nombre de gens qui sont sur vos chemins? Je crois, cher André, que tout simplement parce que les temps sont ainsi et que la dictature molle qui s'est imposée à nous a détruit les partis politiques et par conséquent les idées. Jean-Luc Mélenchon explique d'ailleurs, je vois ce matin sur Le Parisien, que c'est même l'homo sapiens qui est en danger et je le pense. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de débat d'idées. Tout le monde s'aligne sur la même trajectoire. Comment se fait-il, malgré tout, on peut dire les choses comme elles sont, qu'il n'y ait pas une seule motion de censure qui aboutisse, que Macron ne soit pas une seule fois obligé de dissoudre,
comment se fait-il qu'ils viennent en Pyrénées-Atlantiques, en pleine campagne des sénatoriales, soutenir 2 sénateurs, l'un du MoDem, l'autre des Républicains, au vu au sud de tout le monde, en ignorant d'ailleurs une petite socialiste qui est arrivée 3e, qui est arrivée première de tous, comme quoi l'électeur ne fait pas non plus ce qu'il veut. Non, dans ce cas-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, mais tout le monde dit la même chose et ne dit rien. Donc, moi, j'estime que chaque fois que j'ai parlé, et d'ailleurs, quelques amis ont la gentillesse de me rappeler qu'à l'Assemblée, malgré tout, on m'entendait de temps à autre, même si les grands médias m'ont complètement négligé de par toi, depuis 2017, depuis ma première candidature. Donc il faut quand même, à cette époque-ci, en ce moment, où la France est quand même à la veille d'une nouvelle secousse grave, je le pense. Je ne sais pas si ce sera gilet jaune, bonnet rouge, vous pensez qu'il peut y avoir des affrontements encore plus forts que ceux qu'on a connus? Bien sûr, parce que il y a trop de gens qui n'y arrivent pas. Le coût de la vie, maintenant, tu t'endettes pour manger, hein, et pour passer à la pompe. Et en plus de ça, tu es mis au pilori. De mettre du gasoil dans ta voiture, t'es un sale con. Mais on te le fait vraiment voir. Mais quand t'as des... C'est bien beau. Moi, je suis très content de monter dans Paris, dans des taxis hybrides. Mais qu'on les mette chez nous, avec 300 bornes à faire par jour pour aller bosser, 150 aller 150. C'est compliqué. Eh bien, tu ne peux pas le faire. Donc, je dis, il est grand temps d'aller à Bruxelles, et c'est la raison pour laquelle je veux y aller. Alors, on est très nombreux, mais qu'est-ce qui dit quelque chose à Bruxelles? Alors, on va en parler tout de suite. On a eu des hommes qui ont parlé, mais aujourd'hui, tu n'as plus personne. Eh bien, il y a encore Jean Lassalle, et il y en a quelques autres, j'espère. Écoute, ils ne me cassent pas les oreilles, par ce qu'ils disent. Hein. À tout de suite, et on va prendre des auditeurs, en tout cas un auditeur sur 0826 300 300. Avec Jean Lassalle, l'ancien député, avec Jean Lassalle, le directeur le fondateur du parti Résistant, et avec Jean Lassalle, qui se présente effectivement aux élections européennes avec sa liste, et qui vient de nous dire qu'il persistait et signait dans le fait de sa certitude, sa conviction, c'est la sienne, que Emmanuel Macron n'a pas été vacciné, ne s'est pas fait vacciner. Alors, Jean Lassalle, juste pour un tout petit peu parler de l'état des lieux, vous, au fond, ce qui est intéressant, c'est que vous ne dites pas, c'est le contraire, je décroche de la politique, ça va, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire, je continue, ça fait des décennies que vous êtes là et qu'on vous connaît et que beaucoup vous apprécient. Mais en même temps, vous dites, je vais me présenter aux européennes. Mais au fond, vous dites, je vais aller à Bruxelles, ce que vous disiez. Mais à Bruxelles, vous savez très bien qui dirige Bruxelles. Ça, franchement, ce n'est pas une prise de position politique. Madame Ursula von der Leyen, qui, elle, n'a pas été élue, n'a pas besoin d'avoir été élue, envoie des SMS à monsieur Albert Bourla, PDG de Pfizer. Ça fait 3 ans que le Parlement européen, et nous avons reçu Michel Rivasi, Virginie Joron et beaucoup d'autres, demande à madame Ursula von der Leyen de venir parler devant le Parlement, rien que ça. Et madame von der Leyen les envoie paître avec une espèce de mépris profond et ne vient pas et continue de ne pas venir et personne ne touche et personne ne bouge. Alors vous croyez que vous, Jean Lassalle, vous avez changé quelque chose, à supposer que vous soyez élu, vous avez changé quelque chose à Bruxelles? Ah oui. Parce que, non mais je me connais, je ne veux pas être plus prétentieux, mais les Français me connaissent aussi bien que je me connais. Je vais citer 3 faits. Député. J'ai fait venir à Paris, alors que, à l'époque, c'était un petit peu différent, mais en posant 3 faits, l'ensemble des journalistes et des experts du monde entier, et pas qu'un peu, hein. 3 faits. Quand je chante un jour sur Sarkozy, pendant qu'il parle, parce que je m'oppose à lui, et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour l'empêcher de parler. L'Assemblée est tétanisée, tous les journalistes viennent. On veut m'arracher, Total veut m'arracher une usine qui est une de celles qui gagnent le plus d'argent et que j'ai été chercher au Japon. Et là, je fais une grève de la faim, où je vais jusqu'aux dernières extrémités. Chirac s'occupait de moi, tout le monde, c'était... Et puis, je gagne toutes les télés et journaux du monde entier. Et l'usine est venue? Non, mais l'usine est restée, elle est toujours là. Elle est restée. Ouais. Voilà.
Et ensuite, j'entame, parce que je sens le vent mauvais venir, il y a 10 ans tout juste cette année, nous sommes en 2023, 2013, je vous ai rapporté, pour rappel, le livre que j'avais commis à l'époque, La rencontre des Français, et vous avez eu la gentillesse de rappeler. Bon, j'ai été suivi par des journalistes du monde entier, je faisais France Culture 3 fois par semaine. Aujourd'hui, j'ai plus personne. Personne. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer avec le monde, parce que Niel a racheté tous les avoirs de Cristini, et il va être le patron absolu. Le gendre de notre ami Arnaud. Bon, peu importe. Mais alors, moi, je vais trouver les moyens. Oui. Mais à Bruxelles, qu'est-ce que vous pourrez faire à Bruxelles? Papa, qui est l'homme que j'ai le plus aimé, tout le monde le sait, il n'était que berger, et m'avait dit un jour, à propos de plusieurs conversations, bon, tu me penses un peu pour ces Indiens qu'on a tous exterminés. Je me demande si leur chef n'aurait pas pu essayer une démarche, c'est d'aller une fois à Washington. Ah oui, Sitting Bull. Alors, et alors, moi, qu'est-ce que tu veux? La situation dans laquelle je me suis trouvé après le fait de ne plus être député, mais je me suis emmerdé à mourir. Parce que j'avais beaucoup de boulot, tout le monde me reconnaissait, tout le monde m'aimait, mais je n'avais plus d'action ni de légitimité. Et deuxièmement, j'ai fait quasiment une dépression. Et je me dis, ça ne peut pas durer. Je suis fait pour combattre. Le collier. Il faut que je combatte. Alors justement, Esteban, justement, vos propos, Jean Lassalle, font réagir puisque nous avons Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan-André. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Lassalle. Écoutez, Monsieur Lassalle, je ne vais surtout pas remettre votre volonté en doute, que je trouve admirable. Je vous suis depuis longtemps et je trouve que vous êtes un personnage intègre, et il y en a tellement peu maintenant dans cette société que c'est en cela je vous trouve admirable. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que pourquoi un homme comme vous n'organiserait pas quelque chose pour rassembler les Français de bon sens? Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des Français qui ont un peu de bon sens, mais qu'ils sont tous dans leur précaré et qui bêlent tous dans leur coin au lieu de s'unir. Voilà. Donc les Français sont devenus des moutons, et il suffit, comme vous le disiez à peine, qu'on vous montre du doigt au sujet du gasoil ou une chose ou l'autre pour que les gens baissent la tête maintenant. Or, qu'est-ce qu'on a demandé? On est des millions à avoir travaillé tous les jours, à avoir besoin de notre véhicule diesel ou une chose ou l'autre, et on a créé des richesses pour cette société. Maintenant, on veut nous écraser. Et tout cela est lamentable, et tout cela suffit. Je pense que les Français doivent réagir. Alors, et ils ont besoin. Merci Jean-Paul. Et nous sommes encore quelques minutes avec Jean Lassalle, ex-député, fondateur et président du parti Résistons, qui vient de persister et signer sur le président Emmanuel Macron et ce qu'il a donné comme, selon lui, des informations à voir et à suivre en tout cas, et surtout sur sa détermination, Jean Lassalle, par rapport à ce qui se passe. Alors Jean Lassalle, on a eu et on avait beaucoup d'auditeurs qui voulaient parler, malheureusement. On n'a pas le temps, nous avons reçu énormément d'appels pour vous, mais vous avez entendu les deux auditeurs qui vous posaient la question d'un côté de l'Union, et de l'autre côté aussi, ils revenaient sur l'histoire du vaccin, des effets collatéraux, et ce que ça avait pu décourager certains. Jean Lassalle. Merci d'abord, cher Jean-Paul Norbert. J'étais très touché par ce que vous avez dit. Alors, pourquoi personne n'essaye de rassembler ce grand peuple qu'est le nôtre? Moi, c'est le combat de toute ma vie. Et je ne cesse de le mener. Je l'ai mené encore cette fois au présidentiel. Moi, je ne mets pas mon parti en tête de tout. J'appelle au rassemblement. C'est la seule chose qui nous manque. Et c'est ce que je vais faire, et c'est l'un des sens de ma candidature aux européennes. Et je le dis d'ailleurs à André Berkoff et à tous ceux qui nous écoutent. S'il y a des candidats qui ne trouvent pas de place dans notre liste, ils sont les bienvenus, parce que moi, je peux parler à tout le monde. C'est comme ça qu'on va réconcilier. Et la France a été forte chaque fois qu'elle a été réconciliée. Après, ça ne dure pas, mais ça permet de redonner un cap, et aujourd'hui, nous n'en avons aucun. Je voudrais dire à notre ami Norbert,
que effectivement c'était une époque floue. Puisque les scientifiques eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Est-ce que 24 mois c'était suffisant? Mais on n'en les avait pas pour valider des vaccins, etc. Bon, moi, ce que je veux simplement dire par rapport à ça, c'est que si il n'y avait pas un loup quelque part, on ne s'intéresserait pas autant à ma prise de position. Et au fait que je dise clair, haut et clair, qu'il n'a jamais été vacciné, c'est un placebo, comme Johnson. Non mais beaucoup de gens, beaucoup de gens vous disent oui, mais Jean Lassalle, il a dit ça pour faire le buzz, pour faire parler de lui, etc. C'est ce qu'on a entendu aussi. Mais alors, ceux qui disent ça, pourquoi ils ne s'intéressent pas à la question eux-mêmes directement? Parce qu'ils ont peur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cette terreur molle, tout le monde a peur. Et tout le monde est mort de peur. Puis je dis un dernier mot, parce que ça va répondre à Norbert et à Jean-Pierre. Mon problème pour réunir les Français, c'est notre presse. Elle est toute aux mains des oligarques. Vous avez vu encore ce qui s'est passé avec Niel, je l'ai dit tout à l'heure. Et le problème, c'est qu'ils m'ont privé de parole. Heureusement qu'il y avait RT, les deux télévisions russes à l'époque, parce qu'on me disait, mais tu étais député, donc tu pouvais parler. Non. Il y avait RT, il y avait mes amis de Paris Première qui me faisaient parler, ceux qui rient de tout le monde, mais qui sont magiques, et puis il y avait Berkoff. Et il y avait Sonia Mabrouk. Et même mon amie Sonia Mabrouk m'a complètement oublié. Donc, à qui voulez-vous que j'explique que je veux rassembler les Français? Eh bien maintenant, à on le sait. Maintenant, avec cet air de la résistance du général de Gaulle. Merci Jean Lassalle. Merci Jean Lassalle d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du mouvement Résistons, il est l'heure. Et dans le face-à-face aujourd'hui, André Berkoff reçoit l'essayiste que vous connaissez, auteur de ce nouveau livre raisonnablement sexiste. C'est aux éditions Magnus. Laurent Oberton est avec nous. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Alors Laurent Oberton, écoutez, moi évidemment, à chaque fois, vous nous surprenez, et c'est bien. La France Orange Mécanique, c'était il y a plus de 10 ans. Beaucoup de livres, Guérilla, les 3 tomes de Guérilla, où vous annoncez quelque chose dont tout le monde espère que ça ne se passera pas, mais on peut dire que ce qui a frappé dans vos livres, c'était le vraisemblable était là, et le possible, hélas, est là. C'est clair. Et alors là, vous passez dans un autre domaine, raisonnablement sexiste. Alors je vous le disais hors antenne, mais je le pense, c'est un livre passionnant, mais qui pour moi n'est ni raisonnable, ni sexiste, parce que, et vous l'avez dit, et honnêtement, moi j'aurais tout à fait mis ce titre en couverture. Votre titre, c'est « Remettre les hommes et les femmes à leur place ». Je trouve ça à la fois provocateur et très, très, très dans la ligne de ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit dans ce livre. Mais alors d'abord, Laurent Oberton, alors on ne s'occupe plus de la France Orange Mécanique, on ne s'occupe plus des origines, on s'occupe des incivilités, on s'occupe plus de la guerre, on s'occupe des hommes et des femmes. C'est quoi? C'est un repli sur la cellule familiale. Je rappelle que vous êtes marié, que vous êtes père de 3 enfants, vous avez 39 ans. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à se dire, allez, on va un tout petit peu parler, même un peu parler de la famille, de la fidélité, de ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que c'est un sujet naturellement central dans la vie et que si ce sujet me passionne depuis toujours, et à force de prendre des notes et d'observer, je me suis dit qu'il fallait franchir le pas et voilà et y aller et et rassembler tout ça dans ce livre. Et c'est un sujet vraiment qui couvre l'intégralité de nos existences. Et souvent, j'ai constaté que beaucoup de gens étaient très brillants dans leur domaine, dans leurs loisirs, dans leur profession, et avaient beaucoup moins de clairvoyance du point de vue conjugal, sentimental, ou même de leur vie intime. Voilà, ou même des simples différences entre les sexes, etc. Donc, avec ce qu'on voit à la télévision, le féminisme, la théorie du genre, tous ces débats-là, il m'a paru important de clarifier un peu tout ça. Alors c'est très intéressant parce que, et quand je dis que ce n'est pas raisonnable aujourd'hui, c'est même sulfureux, vous dites écoutez, la fidélité ça a du bon. Incroyable, comment on dit ça. Après vous dites les hommes sont les hommes et les femmes sont les femmes. Et vous savez que pour beaucoup moins ça, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, s'est fait marginaliser. Alors vous persistez, vous signez et puis vous allez encore plus loin. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire quelque part,
qu'il y a eu quoi? On a oublié la biologie, on a oublié ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, et vous ne souhaitez pas revenir en arrière parce que vous parlez effectivement de structure, d'honneur, de volonté. Vous dites attention, c'est pas la faute à X, Y, c'est votre faute si vraiment vous partez dans tous les sens. C'est quoi ce qui s'est passé? Il y a eu une conflagration, éparpillement, façon puzzle à la Audiard. Qu'est-ce qui a fait que c'est parti dans tous les sens? Et vous vous dites, eh bien, il y a quand même des structures qui sont là, et ce sont lesquelles? C'est ça, je pense qu'on a prêté à l'environnement beaucoup trop d'importance. C'est comme vous l'avez dit, c'est plus à la mode. Simplement, un homme, une femme, une famille, la fidélité, ce genre de valeurs ne sont passées de mode. Il suffit de regarder, vous allumez votre téléviseur, vous regardez les séries de Netflix. On nous fait bien comprendre que on est, enfin pour ceux qui défendent ces valeurs-là, en voie de disparition et une sorte d'archaïsme qui entrave le bonheur et l'émancipation de tous. Et moi, je pense que il faudrait prendre du recul par rapport à ça, se rappeler que nos actes ont des conséquences et que les comportements intimes en ont sans doute beaucoup plus que d'autres. Nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes le fruit d'un héritage biologique plus que millénaire, même millionnaire. Depuis que l'homme est l'homme, enfin, oui, et même avant cela, nous avons un passé animal auquel on ne peut pas échapper si facilement qu'on le voudrait. Et les écrans, c'est très bien, ça peut être utile, mais il faut parfois savoir se regarder en face. Le singe doit se mettre à nu et se regarder dans la glace, et ainsi il pourra se comprendre et peut-être se comporter de manière un peu plus intelligente pour lui. Et malheureusement, c'est pas trop le cas aujourd'hui. Et alors justement, qu'est-ce qui a explosé, qui fait que effectivement les rapports entre hommes et femmes, et on va en parler juste après cette petite pause, on va entrer dans le vif du sujet, si l'on peut me permettre cette expression, et se dire, c'est vrai, entre hommes et femmes, qu'est-ce qui se passe et qui est inadmissible pour certains et au contraire qui est la nostalgie pour d'autres. On continue ce face-à-face avec Laurent Oberton qui est notre invité du jour, et puis avec vous aussi, comme d'habitude, 0826 300 300. À tout de suite. Aujourd'hui en librairie, le nouveau livre de Laurent Oberton, raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place, aux éditions Magnus. Un livre provoquant, un livre choc, comme on dit. C'est un cliché, mais c'est un cliché qui s'applique. Mais alors, quand vous dites, Laurent Oberton, remettre les hommes et les femmes à leur place, c'est-à-dire quoi? Les femmes à la cuisine, les femmes en train de garder les enfants, les femmes préparant le petit repas du mari, etc., etc., et se faisant coquette, ou c'est pas ça du tout? Non, ce serait plutôt leur rendre leur pouvoir de décision et d'indépendance, justement, sans chercher à de force les faire rentrer là où on voudrait que les assigner. Les hommes comme les femmes, et l'ère du temps est à cette tendance, justement, le féminisme n'a plus grand-chose de libérateur en ce qu'il prétend régir la vie des femmes, la vie professionnelle, la vie même sentimentale, la sexualité. On doit se comporter de telle manière pour être à la mode aujourd'hui. Et à partir de là, à partir du moment... Les hommes comme les femmes. Bien sûr, à partir du moment où vos libertés sont lourdement suggérées par un conditionnement médiatique, politique, social, eh ben on peut plus parler de liberté. Donc c'est pas, on n'assiste pas à une réelle émancipation, bien au contraire à mon avis. C'est-à-dire, en quel sens, par exemple, vous avez vu, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, où on l'a reproché à un député du Rassemblement national qui dit, les femmes, il disait ça à condition qu'elles le veulent, bien sûr, enfin, les femmes à la maison, non, il disait exactement, une femme peut, sans être déshonorée, s'occuper de ses enfants, sans qu'elle soit pour cela traitée de tous les noms, et on l'a évidemment, lui, traité de tous les noms pour avoir avancé cela. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'on assigne à résidence aussi bien les hommes que les femmes dans des schémas préétablis par le politiquement, l'éthiquement, le familialement correct, le sexuellement correct, c'est ça? Exactement, on le voit, toute la production culturelle aujourd'hui en témoigne. On voit bien que le mode de vie à l'ancienne est ciblé et ringardisé, et raillé, et souvent, je pense que beaucoup d'individus vont se conformer à ces schémas suggérés par la production culturelle. Je parlais de Netflix, mais Netflix est une très forte influence sur les jeunes adolescentes, par exemple, notamment en matière de sexualité.
quand une jeune adolescente regarde ces séries Netflix, il lui est tout est fait pour lui faire comprendre que le meilleur moyen d'exister, de faire quelque chose de sa vie, est d'avoir une sexualité beaucoup plus débridée que ce qu'elle a. Alors, On peut jouir sans conséquence, on va dire. Justement, non, mais c'est intéressant parce que vous les regardez, moi aussi, Laurent Berton, on est nombreux, mais que disent en fait les séries Netflix sur l'essentiel? Il faut se comporter comment selon Netflix et selon si vous êtes un homme gravement hétérosexuel et de surcroît blanc, vous devez de toute urgence vous déconstruire, c'est le minimum. C'est-à-dire vous devez réunir à peu près tout ce qui fait votre passé, vos valeurs, etc. Vous devez vous aplatir devant le politiquement correct et devenir le combattant de ce que vous représentez. Vous devez complètement vous renier, un genou à terre et même plus si affinité. Et culpabiliser d'être... Voilà. Et on vous fait bien sentir que la valeur, c'est la diversité, c'est les sexualités, les minorités genrées, voilà. Tout ça est très à la mode et fait de vous quelqu'un d'exceptionnel. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas cette bonne volonté, vous pouvez au moins essayer de multiplier les partenaires, les nouvelles expériences, quelque chose qui vous démarquera des valeurs bassement traditionnelles et rétrogrades. Et pour les femmes ? Les femmes sont priées évidemment de renoncer à le fait. La fidélité d'un point de vue féminin, c'est quasiment l'oppression patriarcale. Donc vous êtes priés plus vite que ça de tomber le maillot et de multiplier les partenaires. Et ce faisant, évidemment, le public cible de ce genre de série n'a pas du tout le recul sur les conséquences de ces actes que ça va avoir dans leur vie. Et malheureusement, c'est une illusion complète d'émancipation qui va les rattraper. Oui, alors justement, vous dites, et vous consacrez plusieurs chapitres à ça, vous dites, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la fidélité, c'est quand même une vertu. Je pense que... vous parlez d'un effort, vous dites que ça existe. Bien sûr. Ouais. Mais si on veut que ce couple ait une grande valeur, il faut prendre sa part, il faut se comporter en conséquence. Il suffit pas d'exiger de l'autre à peu près tout ce qu'on est incapable de faire et de lui crier dessus quand ça se passe pas bien. C'est un engagement, c'est un contrat à deux, et chacun est tenu, pour honorer son partenaire, en premier lieu, de s'accomplir lui-même, d'être digne, d'être le plus digne possible de cet engagement. Et ainsi seulement, il aura de l'estime pour son partenaire et pour lui-même, etc. Et je pense encore que ça peut nous être utile à nous, primates quasi sociaux que nous sommes. En fait, c'est intéressant parce que ce que vous dites, au fond, c'est qu'on ne parle que des droits, on ne parle pas des devoirs. Ah oui. Et vous dites, il est temps de se rendre... On parle beaucoup de liberté au sens... Mais on ne parle pas de responsabilité. Et vous insistez beaucoup dans ces domaines où, en général, on ne parle pas beaucoup de ça, en tout cas, dans les années récentes. Vous dites, attendez, il y a des devoirs et il y a des responsabilités. Comment vous les formulez ? C'est le drame d'une société infantilisante où on a l'impression que, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre faute, l'État ou qui que ce soit va s'occuper de nous, va réparer les conséquences, et c'est pas grave, c'est pas nous, c'est la société, c'est la police, c'est le chômage, je sais pas quoi. Et finalement, l'individu se trouve notoirement dépourvu des conséquences de ses actes, donc il redevient un enfant qui n'a aucune vision temporelle à long terme et qui va faire tout ce qui lui passe par la tête en se disant que de toute façon, peu importe les conséquences, puisque je ne suis pas responsable. Et justement, si on réhabilite la notion de responsabilité, c'est seulement là qu'on va avoir la fierté et l'accomplissement des adultes autonomes. Malheureusement, il y en a de moins en moins, mais c'est pareil, je pense qu'une société digne de ce nom se doit de marcher vers des individus fiers, responsables, et qui mesurent pleinement la conséquence de ce qu'ils font. Alors justement, qu'est-ce qui fait que vous dites il y en a de moins en moins? Est-ce qu'il y a vraiment de moins en moins? Est-ce que au-delà du tintamarre médiatico-spectaculaire, est-ce qu'il y a de moins en moins de gens? Parce qu'au fond, c'est quoi? Par facilité, il dit attendez, déjà on a assez de charges, vous n'allez pas encore nous mettre des charges, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Il faut bien qu'on s'amuse. La vie, elle est aussi faite de divertissement au sens non pas pascalien mais vrai du terme. Est-ce qu'il y a de ça, ou est-ce que au fond le tissu quand même, je ne dirais pas traditionnel, est toujours là?
Je pense que ça s'est bien étiolé. Les grands repères anthropologiques qui structurent la société s'effondrent les uns après les autres. On peut parler d'église, mais on peut parler aussi de famille, et on sent bien que sans ces repères structurels, sans la transmission, le clan, des zones géographiques ancrées dans notre histoire, on sent bien que les individus sont un peu perdus et que finalement ils sont dans cette société liquide sans vraiment but ni dessein, et ils préfèrent, plutôt que de s'interroger sur le sens de tout ça, je pense, se divertir massivement et donc attraper la récompense là où elle est, qu'elle soit de nature, la drogue, les écrans, les loisirs, le sexe, voilà, tout est bon à prendre pourvu que on s'occupe et encore une fois qu'on oublie que tout ça a des conséquences, qu'on oublie pourquoi on est là, qu'on oublie ce qu'on veut transmettre, l'image qu'on veut donner, etc. C'est sans doute plus pratique à court terme. Alors justement, on va en parler parce que sortir de là, est-ce que c'est retourner, je ne dirais pas en arrière, c'est revenir à ses valeurs? Parce que ce que vous dites, c'est un peu Dieu est mort, la famille est morte, et moi-même je ne me sens pas très bien. C'est pour paraphraser Mark Twain. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et Esteban avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, évidemment, et chers auditeurs, vous connaissez le numéro si vous voulez poser une question à notre invité qui est Laurent Berton aujourd'hui. Un numéro 0826 300 300. À tout de suite sur Sud. Alors Laurent Berton, entrons aussi justement dans les détails de ce livre qui, encore une fois, est très intéressant parce que il fait polémique au bon sens du terme, c'est-à-dire on pose la question au fond. Pendant des siècles, les places de l'homme et des femmes ne se posaient pas. C'est bien qu'on le pose. Je crois qu'à un moment donné, le mouvement féministe a eu totalement sa légitimité. Il faut quand même le dire aussi, c'est vrai. D'un autre côté, aujourd'hui, c'est très très bien, ça a explosé dans tous les genres. On ne sait plus, on dit que si un homme ça veut rien dire, une femme ça veut rien dire. Les bijoux, on voit très bien parent 1, parent 2 qui remplacent hommes et femmes. On voit très très bien les toilettes, etc. Le sport féminin qui est en train d'exploser parce que des hommes ayant fait leur transformation, des hommes trans, s'appellent Julia au lieu de s'appeler Joe, et évidemment raflent toutes les places à la course à pied, à la natation, etc., etc. Mais au fond, ce que vous dites surtout, c'est on ne sait plus où on habite, quoi. C'est ça. En tout cas, beaucoup de gens ne savent plus où ils habitent et comment leur faire retrouver justement des habitations ou leur habitation. Oui, parce qu'à force de militer pour l'indifférenciation, de dire finalement une femme c'est un homme contrarié un peu, qui est empêché et qui c'est une femme contrariée. Oui, et voilà, et inversement, et que finalement il y a plus les sexes sont une construction sociale, etc. Évidemment, on a un peu de mal à s'y retrouver, et eh bien c'est les aspirations individuelles profondes qui sont contrariées, puisque on sent bien, on parle le mouvement libérateur, mais petit à petit qui a pris une teinte de plus en plus autoritaire, et ce sont des injonctions finalement à se comporter de telle ou telle manière sans tenir compte de nos volontés profondes, de notre intérêt biologique d'être vivant. Et à partir de là, on ne peut que aller sur la mauvaise pente et mal vivre tout ça. Le thème de contrariété est d'ailleurs assez présent dans ce livre, et c'est vraiment en tant qu'homme contrarié, non par moi, non par ma vie, mais parce que ce que je voyais, ce que les autres refusent de voir, que j'ai écrit ce livre. Et quand vous dites ce que vous voyez, ce que les autres refusent de voir, encore une fois, c'est intéressant. Vous ne vivez pas à Paris, vous vivez en France. Et est-ce que ce phénomène, parce qu'à un moment donné, on pouvait dire, oui, ce phénomène, tout cela concerne des minorités dans les grandes villes, et tout le reste n'est pas touché. Mais vous dites qu'avec les réseaux sociaux, la télévision, tout ça, beaucoup de monde sont touchés, évidemment, parmi les jeunes surtout, mais vous dites, ce n'est plus un phénomène marginal, en fait. Oui, alors, c'est-à-dire que les thématiques progressistes, en quelque sorte, sont majoritaires dans le monde qui compte, qui va parler aux masses, c'est-à-dire le monde de la culture, les grands médias, les universités, les sciences sociales, etc. Dans ces milieux-là, c'est la bonne couleur idéologique. Il faut être progressiste, woke, etc., militant LGBT, transactiviste, etc.,
pour avoir la bonne panoplie, pour être dans ce monde-là bien à sa place, il faut, c'est presque, voilà, c'est un laissez-passer. En revanche, dans le reste de la population majoritaire, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Le fameux Gaulois réfractaire est toujours bel et bien vivant, mais évidemment, on l'entend pas. C'est comme disait l'autre, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Là, c'est parce que simplement l'équité d'expression n'existe pas, et dans son jardin, Monsieur Moyen n'a aucun moyen de communication. C'est pas lui qu'on va choisir pour faire passer dans les journaux télévisés pour exprimer son point de vue là-dessus. On sait très bien. Donc, un mouvement idéologique qui est minoritaire, fortement marginal numériquement, a un pouvoir de communication et de conditionnement et d'intimidation, puisque j'utilise le mot sexiste, mais ça fait partie, dès que vous évoquez des différences, des simples différences entre les hommes et les femmes, voire même l'existence d'hommes et de femmes, vous êtes déjà, pour ces militants des grands médias, vous êtes déjà dans le sexisme. Donc, mais vous savez, moi je raconte, mais c'est une histoire qui m'est absolument arrivée dans un débat, pas ici. Je me rappelle, et j'avais lancé comme ça en boutade, j'ai dit, est-ce que vous croyez que moi, mâle blanc hétérosexuel, et là je m'excuse, hein, je demande pardon évidemment, et je bats ma coulpe avec ma discipline, j'ai dit, est-ce que j'ai quand même assez peu de chance d'avoir un cancer de l'utérus un jour? Et une personne, mais très sérieusement, lançait ça comme boutade, et il disait, mais ça prouve que vous êtes transphobe. Ah mais c'est la cagophobe. Mais absolument, absolument. C'est extrêmement grave. Et maintenant, on est tenu de ne plus parler de ne plus dire les femmes ont des utérus, mais on parle de personnes dotées d'un utérus. La femme disparaît de plus en plus derrière ces nouvelles catégorisations. Et d'ailleurs, c'est très riche d'enseignements, mais quand vous demandez à ces activistes de définir ce qu'est une femme, ils en sont totalement incapables, puisqu'évidemment ils ne peuvent pas recourir à la biologie, puisqu'il est évident que chacun peut être ce qu'il veut, ce que bon lui chante, etc. En fait, il supprime la biologie, quoi. Oui, et quand un haltérophile homme vient à une compétition de femmes et dit « je m'identifie en tant que femme, je veux faire cette compétition », eh bien vous ne pouvez pas lui dire non, sinon vous êtes gravement transphobe. Et ça devient très très compliqué d'organiser des choses... des manifestations. Ouais. C'est extrêmement préoccupant, oui. Et alors justement, vous à la fin de votre livre, vous en parlez parce qu'effectivement, vous préconisez quoi en fait, Laurent Berton? Vous dites face à cette situation, on fait quoi? En tout cas, les pistes que vous tracez. Alors, sans préjuger des situations personnelles de chacun, chacun peut bien s'identifier ce qu'il veut, du moment qu'il ne nous force pas à l'identifier en autre chose que ce que nous le voyons, tout va bien, chacun est libre. Mais moi, je reviens toujours, c'est mon obsession, à l'individu. Le lecteur va me demander, en lisant ce livre, il y a des constats, je veux des solutions. Et s'il me les demande à moi, c'est déjà qu'il refuse de les chercher par lui-même, et c'est déjà un problème. Et encore une fois, la notion de responsabilité est cruciale. C'est à nous de nous comprendre, de quel bois nous sommes faits, pourquoi ça ne va pas, ce qui ne va pas, sans toujours accuser le partenaire, penser à se regarder un peu dans la glace, et travailler sur soi, et s'améliorer, et ainsi peut-être... notre vie sera plus heureuse et harmonieuse, et on évitera de commettre un certain nombre d'erreurs. Ça, c'est vraiment le message fondamental de mes derniers livres, et que j'essaie de développer à la fin de celui-ci. Et alors justement, oui, ça fait quelques livres où vous... En fait, ce que vous dites, vous, c'est prenons-nous en main, quoi, quelque part. Ah oui, parce que le défaut du français, le français râle, le français n'est pas content, le français critique, etc., mais... très rarement, le français attend quelque chose de lui-même, se s'implique. Il va accuser Macron, il va accuser l'État, le machin, le libéralisme et tout ce qu'on peut imaginer du moment que ce n'est pas lui. Alors que quand même, notre existence, on a plus de portée sur elle que n'importe quel fonctionnaire quand même, enfin pour l'instant en tout cas dans ce pays. Clair. Donc il faudrait peut-être utiliser ce levier qui est facile, qui est accessible, voilà. Mais malheureusement, on manque peut-être un peu de courage. Le divertissement, c'est plus agréable, et en attendant, voilà, on se décharge, on se lave les mains de notre État. Et ce qui est passionnant, alors, justement, vous parlez de cette idéologie, de toutes ces idéologies, et elles ont envahi effectivement les médias, la publicité, la politique. Et ce qui est étonnant, est-ce que ça ne vous frappe pas par rapport à, justement, moi je voudrais, est-ce que vous voyez une homothétie
ou un parallélisme entre vos livres, je dirais, de guerre, entre guillemets, guerre et insécurité, La France Orange Mécanique et tous les autres, et Guérilla, et puis tous les autres que vous avez écrits et qui vous ont fait connaître, est-ce qu'il y a, en fait, est-ce que c'est une guerre, là aussi ? Ah oui, on est dans une guerre culturelle de l'information. Vraiment une guerre totale, quoi. Oui, et réellement une guerre qui est menée aux consciences les plus intimes, puisque cette accusation de sexisme n'est pas du tout innocente, c'est comme l'accusation de racisme et d'autres, c'est que on vous empêche d'avoir une pensée libre et complète sur ces sujets qui sont cruciaux. À partir du moment où pèse sur vous cette menace de déviance, d'accusation, donc de mise à l'écart, d'ostracisme qui terrorise les animaux domestiques que nous sommes, eh bien à partir de là, il n'y a pas de débat démocratique, ça n'existe pas, c'est simplement un concours, c'est celui qui va vous faire le plus peur, qui va réussir à vous intimider. Et je ne pense pas que même dans ces milieux militants, il y ait tant de gens qui soient convaincus par ces idéologies, mais simplement ils font comme si, parce qu'ils ont peur, et donc suivre est plus rentable. Et Monsieur Moyen fait exactement la même chose. Il a tendance à avoir peur d'être accusé, il n'a pas envie d'être traité de sexiste, donc il dit ah oui, bon bah si on me dit que les hommes et les femmes c'est plus compliqué que ça, je veux bien le croire du moment que j'ai pas d'ennui. Et donc il y a sur ce point de vue une guerre culturelle qui est faite à la population. Oui, je ne veux pas être aligné comme étant sexiste ou oppresseur ou etc. ou transphobe, raciste, enfin, tous ces anathèmes. Voilà, donc je vais suivre la meute, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Exactement, on va se ranger au discours qui semble être majoritaire, en tout cas le plus puissant, celui qui a le pouvoir de vous accuser, donc de vous briser socialement, et personne n'a envie de ça, on a tous des choses à perdre. Donc on a tendance à rentrer dans le rang et à faire semblant en tout cas de voir ce que voient ces militants. Esteban, je crois que nous avons des auditeurs. Oui, vous êtes nombreux à nous appeler aujourd'hui au standard, et c'est Emmanuel de Pessac qui nous appelle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Monsieur Oberton, je vous suis, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous écouter, et bonjour à toute l'équipe bien sûr. En fait, je pense que c'est un processus qui date depuis très longtemps, puisque on a coupé la tête du roi qui était le représentant de Dieu en France, en tout cas. On a détruit la nation, on détruit la famille, on détruit l'individu. En fait, on veut nous rendre comme des ilotes. Alors, je vais vous donner la définition d'ilote, c'est personne asservie, réduite à la misère et à l'ignorance. En détruisant la famille, on détruit évidemment la transmission. Moi, j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents, etc. Ils m'ont transmis énormément de choses, notamment ils étaient résistants, donc sur plein d'autres sujets. Mais en fait, le processus, c'est de rendre les gens complètement nomades. Comme disait Attali dans une de ses sorties, il y aura les supranomades qui pourront faire ce qu'ils veulent, la classe moyenne qui espérera atteindre des supranomades, mais qui n'arriveront jamais, mais qui auront surtout la peur d'être déclassés. Donc tout ça, c'est quand même de la destruction contrôlée. La religion, la nation, la famille, l'individu, et maintenant on s'attaque aux enfants, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les écoles en France, en Belgique et ailleurs, c'est absolument inadmissible. Oui, les choix à 7 ans de changer de genre, ou de sexe, etc. On est dans le triangle de Kaplan en fait, hein. On est dans le triangle de Kaplan, et le triangle de Kaplan c'est tout simple, hein. C'est le bourreau, la victime et le sauveur. Oui, intéressant. Laurent Berton. Merci en tout cas de m'avoir fait intervenir, et merci pour vos émissions fabuleuses. Merci. Et merci Monsieur Berton. Merci à vous. Oui, il faut bien comprendre que ce militantisme, c'est une compétition morale à qui ira le plus loin dans le pouvoir que procure cette autorité sur la population. Si on parvient à faire changer l'esprit des gens, à les faire douter de leur sexualité, à modifier leur comportement, réellement à les contrôler, on a du pouvoir, et ce pouvoir est recherché par les créatures humaines. C'est évidemment un pouvoir qui est destructeur, puisqu'il s'exerce aux dépens d'une population, mais c'est comme ça. Et tant qu'il y aura une forme de résistance, de fixité, de structuration chez la population, elle pourra être ciblée sur tous ces points faibles, on va dire. Ouais, c'est vraiment c'est très passionnant de voir cette lutte. C'est vrai, c'est une guerre civile dans tous les sens du terme, hein, chaude d'ailleurs. C'est pas une guerre civile froide, c'est une guerre civile chaude, mais très très intéressante. Et au fond, par exemple, c'est intéressant par rapport à Guérilla et compagnie. Regardez par exemple, c'est cet affrontement qui est là et que tous les progressistes ne veulent pas voir entre islamisme radical et LGBT.
est évident que l'islam radical, par essence, trouve absolument criminel l'homosexualité, les LGBT et compagnie. Ils le disent. Enfin, et ils font semblant, lorsque c'est politique ou autre, justement, c'est un des aspects, et ça, Laurent Oberton, qu'au fond, au nom de ses croyances, au nom de ses dilections, ces gens-là ne sont pas du tout faits pour... et en même temps, ils font des luttes provisoires, chacun dans l'intérêt de régler les comptes de l'autre après. Oui, c'est extrêmement compliqué quand on a des féministes qui vont faire la guerre au cartable rose et qui seront extrêmement discrètes sur le harcèlement de rue, les violences, les viols, les tenues islamiques, etc. Et c'est vu de l'extérieur, ça paraît grotesque à quel point il y a là un énorme décalage, mais elles aussi n'ont pas envie d'être accusées par une puissance d'accusation encore supérieure, et tous ces petits groupes s'entremenacent en permanence, et on voit qu'il y a d'énormes dissensions au sein même des mouvements, les fameux mouvements LGBT, puisque certains disent qu'il faut les réserver aux femmes, d'autres que les hommes homosexuels prennent trop de place, etc., d'autres que les trans voudrait tout contrôler. Enfin, discrimination à tous les étages. C'est infernal. Est-ce que je suis encore à l'antenne? Oui, Emmanuel. Oui. Excusez-moi, j'avais juste une dernière chose. En fait, tout ce que vous décrivez, c'est le fait de pouvoir créer des guerres horizontales pour éviter qu'on regarde au-dessus de savoir qui sont les vrais responsables. Parce que tout ça, c'est quand même financé, que ce soit pour les migrants ou que ce soit pour tous ces mouvements. Il y a bien des finances derrière. Et ça, on s'y intéresse jamais. Créer des guerres horizontales, c'est éviter de lever la tête pour savoir qui les finance et qui les provoque. Laurent Oberton, vous êtes... Ces mouvements existent aussi parce qu'ils sont extrêmement lucratifs. On a des militants, je sais pas, comme Rokhaya Diallo, qui passent leur temps dans les grands médias uniquement du fait de son activisme. Donc à partir du moment où ça vous donne une telle posture, une telle puissance, il y a pas de raison. Et aussi une puissance effectivement sonnante et trébuchante, sous forme d'émoluments impressionnants. Donc vous avez toutes les grandes marques qui veulent se mettre du bon côté de la force, qui vont appuyer tout cet activisme, les superproductions, enfin encore une fois, la mondialisation qui gagne en quelque sorte. On peut exemple d'ailleurs, et encore une fois, aucun jugement de valeur, Assa Traoré et Louboutin. Ah ouais, exactement. La marque Louboutin, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Louboutin estimé, voilà, c'est une figure iconique, quel que soit ce qu'on peut penser, bon, c'est pas un problème, et ben on la prend. C'est-à-dire ça, c'est la force suprême du capitalisme ou de connivence ou autre, en disant mais attendez, cette personne est là, on parle d'elle, et ben voilà subventionner. Et personne dans l'entreprise n'osera dire peut-être on devrait être prudent, etc., parce qu'elle serait suspectée de racisme, de pas soutenir la cause, etc. Et donc personne n'osera s'opposer à une telle chose. Oui, c'est ça. Sinon, il passe. Je crois que nous avons un. Est-ce que nous avons. On va continuer de cet entretien avec Laurent Oberton et avec vous, chers auditeurs, juste après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Dernière ligne droite sur Sud Radio. Vous êtes bien dans Berkhoff, dans tous ces états. On est ensemble jusqu'à 14h. Laurent Oberton est notre invité du jour. Et puis Arthur Demelin nous appelle. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. On vous écoute Arthur. Merci de m'avoir en ligne, monsieur Berkhoff et monsieur Oberton, enchanté. En fait, ma question, c'est que moi-même, en fait, je suis un jeune de 25 ans et je remarque que ma génération réfléchit par le biais de prismes idéologiques et je me demande en fait comment faire pour amener les jeunes de ma génération à penser par eux-mêmes, à développer leur propre opinion, au lieu de ramener du bon sens au lieu de fonctionner que par prisme idéologique. En fait, j'ai l'impression que ma génération se sent dans l'opposition alors qu'elle est dans cette idéologie dominante et elle pousse certain nombre d'idées en fait qui sont relayées par les médias et j'aimerais qu'on pense plus par nous-mêmes, en fait. Voilà. Oui, esprit critique, exactement. Bien sûr. Laurent Oberton. Très intéressant, en effet. Et on constate que, je parlais des sciences sociales tout à l'heure, la magie noire, comme disait Renaud Camus, là, dans ces milieux-là, on a des jeunes qui sont persuadés d'être les plus anticonformistes possibles, alors qu'ils se suivent tous, se copient tous, s'imitent tous, et ne font que reprendre tout ce que déverse sur eux l'idéologie progressiste dominante. Et
parce que ça paye dans leur milieu. C'est-à-dire, si on veut être bien vu, si on veut avoir nos amis là-dedans, on fait ça. Et c'est même pas réfléchi. On se persuade que les raisins sont trop verts et on va adhérer à ces croyances. On va les faire nôtres. C'est facile, ça coûte pas cher de s'indigner. C'est très simple. C'est très reposant. On réfléchit pas. C'est beaucoup plus difficile de faire une démarche, de se dire que peut-être il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la biologie, qui peut être intéressante, et de réfléchir sur la réalité de ce que nous sommes, pourquoi on fait ça, même pourquoi on adopte ces postures militantes, parce qu'elles sont lucratives. Il faut toujours chercher les intérêts des uns et des autres. Quand on les comprend, ça va beaucoup mieux. Et voilà, c'est ça qu'il faut essayer d'enseigner. Beaucoup de recul par rapport à ces mouvements, mais c'est très difficile parce que la puissance de feu de l'université, de Netflix, nous est très supérieure. Très forte, ouais. Mais ce que vous dites là par rapport, et faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais cette espèce d'influence extraordinaire, il faut pouvoir avoir l'esprit critique pour résister, parce que si on n'est pas dans la vague, il faut du courage, quoi, quelque part. Exactement, c'est beaucoup plus difficile d'être contre le courant que plutôt de se laisser aller, surtout si en plus on a la posture qui va bien, celle du rebelle. Un jeune ne peut que rêver de ça. Malheureusement, il n'y a pas plus conformiste que cette jeunesse-là. Ce qu'appelait, que Philippe Muret appelait les rebelles de confort. Ah, exactement. Ou les mutins de Panurge. Les mutins de Panurge. C'est pas mal aussi, effectivement. Mais Laurent Oberton, est-ce qu'aujourd'hui, là vous avez écrit ce livre, et je crois qu'encore une fois, il va susciter, et il le mérite, de bonnes discussions et franches discussions. Mais est-ce qu'on peut encore discuter? Parce que le vrai problème, c'est qu'on constate que les débats qu'il y a aujourd'hui, c'est soit 3 formules où on peut parler pendant 2 minutes et demie, s'échanger des punchlines, mais sur le fond, avoir le temps de développer, parce qu'un débat, c'est pas seulement un échange de horion et se traiter de tous les noms, c'est vraiment de prendre le temps du débat. Est-ce que ce débat peut avoir lieu, et où, à votre avis? Dans quel média, dans quel genre de média? C'est très difficile en réalité, puisqu'on parle de monde qui ne se croise que pour s'invectiver en quelque sorte, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'indigné, il veut pas aller sur le fond, ça n'intéresse pas. Pour lui, vous êtes problématique, comme on dit maintenant. Vous l'êtes physiquement, enfin sexuellement, tout ce qu'on peut imaginer, et vos mots, n'en parlons même pas. Donc on ne débat pas avec l'ennemi, on le combat, etc. Donc c'est même pas possible d'entamer un début de dialogue. Ouais. Donc le sceptique qui commence à en avoir marre d'être insulté va finir par faire pareil. Et va envoyer paître le militant progressiste et ainsi de suite. Et donc il y a pas de dialogue constructif possible entre ces deux mondes. Donc moi je préconise d'être modeste et de viser ceux qui semblent se poser des questions sans être embrigadés de tel ou tel côté. Et il y en a beaucoup en réalité. Beaucoup de Français n'ont pas réellement d'avis ou d'opinion. Ils s'adaptent à l'ère du temps. Ils font ce qui est prudent. Et peut-être que beaucoup de militants en apparence favorables à toute cette idéologie progressiste n'attendent que le virage du banc de sardines pour suivre et dire mais j'ai toujours pensé comme ça en réalité. Ça c'est très possible aussi. On le voit chez certains intellectuels aujourd'hui, par exemple sur la mondialisation, tout ça, ils reviennent un peu, ils se posent des questions, que ce soit sur le narratif Covid, le narratif Russie-Ukraine, etc. On voit que, et ils se disent peut-être que le banc de poissons est en train de changer de courant. Mais y compris sur l'immigration, il y a des positions qui deviennent très difficiles à tenir. Ouais. Et on sent bien qu'il y a des ballons d'essai qui sont lancés et que quand un mouvement général aura lieu, ça peut aller très vite et ça peut surprendre, ça peut évoluer très rapidement. Oui, absolument, parce que le retour de balancier se passe. Laurent Oberton, après Raisonnement sexiste, mais à qui je souhaite beaucoup de succès, en tout cas beaucoup de lecteurs, il le mérite. Vous allez retourner à la guerre de guérilla ou pas? Je sais pas, parce que un chapitre supplémentaire s'est écrit sans moi cet été avec l'affaire Naël. Ouais. On a vu les émeutes qui se sont produites et tout le monde me demandait, ça y est, c'est en train de se passer. Mais malheureusement, on est déjà dans une situation comme ça depuis
plus 2 décennies au minimum, et je vois pas du tout les choses s'améliorer sur ce plan. Moi, j'ai écrit ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, j'espère que ce sera pour conjurer le sort et que, Oui, évidemment, et pas que ça se passe. non, bien sûr. Mais vous êtes aussi, parce que la dernière fois que vous êtes venu, on avait parlé guérilla, etc. Vous êtes toujours quand même aussi pessimiste en disant la marmite bout, le couvercle tremble, ou vous dites que ça peut rester comme ça encore quelques années et puis on ne sait pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'inertie de la machine. C'est un petit peu l'inertie du Titanic, j'ai l'impression. L'appareil d'État, les médias, Big Brother, etc. Ils sont dans cette course idéologique. On parle d'immigration, par exemple. Et concrètement, on va avoir des discours, on va avoir des Darmanin qui vont nous promettre des OQTF, des petites choses comme ça pour endormir un petit peu la population. Mais en réalité, on continue à aller dans le mur à très grande vitesse. Et j'ai l'impression que si virage il y a, il va mettre un certain temps quand même de ce point de vue-là. Donc ça, c'est pas du tout fait pour me rassurer. La situation vraiment est très très compliquée. Eh bien écoutez, en tout cas, en attendant, lisez Raisonnement sexiste. Elle est compliquée, elle aussi, la situation entre hommes et femmes, mais c'est hommes et femmes, mais c'est très passionnant. Merci Laurent Oberton d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre Raisonnablement sexiste, c'est publié aux éditions Magnus. Demain